Chemistry Valley. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chemistry Valley. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Léa Chocron et Julien Melotroy, deux étudiants en thèse au PPSM, le laboratoire de photophysique et de photochimie supramoléculaire et macromoléculaire de l'ENS Paris-Saclay. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites dans le cadre de votre thèse ? Moi, je travaille sur, comme on est des thésards au PPSM, donc ça va être beaucoup tourné vers la lumière et la couleur. Moi, je travaille sur des molécules qui sont dites photochromes négatives, c'est-à-dire qui vont perdre de leur couleur grâce à une illumination. Alors moi, je travaille aussi sur des photochromes. Donc, du coup, les photochromes, c'est des molécules qui changent de structure et de propriété en fonction de... Enfin, lorsqu'on les soumet à une irradiation lumineuse. Et en fait, moi, le but de ma thèse, c'est d'étudier des molécules photochromes qui n'ont pas le même comportement chimique en fonction de si elles sont en milieu acide ou en milieu basique. C'est-à-dire qu'elles vont être stables en milieu... Enfin, on attendrait à ce qu'elles soient stables en milieu basique et instables en milieu acide, et ça leur donnerait des propriétés, notamment pour le stockage de l'énergie lumineuse. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement une expérience en particulier, peut-être qui marque votre thèse ou qui est vraiment importante, et nous décrire un peu la procédure scientifique de cette expérience ? Bien, moi, par exemple, comme le but, après, ce serait de mettre ces molécules-là sur des surfaces pour donner la propriété de changement de couleur, moi, je fais une expérience qui permet de suivre en temps réel le changement de la couleur pour avoir une idée de la vitesse à laquelle on va observer un changement de couleur. Donc, que ce soit quand on illumine, du coup, quand on perd la couleur, ou quand, lorsqu'on coupe l'irradiation, enfin l'illumination, on va avoir un retour progressif de la couleur. Moi, j'ai besoin de savoir, du coup, le temps que va mettre la molécule à se décolorer et se recolorer. Donc ça, c'est une expérience que je fais régulièrement et qui, en l'occurrence, s'appelle une photocinétique. Oui, donc moi aussi, je travaille sur le même type d'expérience globalement. Enfin, c'est des expériences qui sont assez caractéristiques justement de caractérisation de molécules photochromes. Pour ma part, une expérience un peu caractéristique aussi de ma thèse et qui sort un peu du cadre de l'étude des molécules photochromes, c'est, donc, comme je disais, les molécules sur lesquelles je travaille, elles ont des propriétés acido-basiques. Et en fait, notamment, un des enjeux, ça va être de déterminer les pK de ces molécules-là. Et en fait, un des enjeux, c'est que il faut déterminer à la fois le pK de la forme sans irradiation et sous irradiation. Et donc, une des grosses manipulations que je fais, c'est de faire des titrages sous irradiation lumineuse avec enregistrement de spectre en continu, de coupler un petit peu la mesure de pH, l'irradiation et l'enregistrement de spectre. Une journée en thèse, ça se déroule comment ? On commence par une pause café. Non, mais... déjà, c'est varié, parce que nous deux, on fait un monitorat. Tu vois, des journées de nos thèses qui sont consacrées à faire de l'enseignement, que ce soit préparer des cours ou en donner. Et donc ça peut être une journée aussi. On a souvent en thèse des réunions, ça arrive souvent aussi, où on va avoir, que ce soit au sein du labo, ou quand il y a des entreprises extérieures qui participent au projet, on peut avoir des réunions avec eux aussi. Et sinon, ça peut être une journée de manipulation totale, où on passe la journée en salle d'expérience à essayer de faire avancer le projet comme on peut. Et sinon aussi, ça peut être l'accueil de stagiaires, comme avec les immersions ou avec les stagiaires de fin d'année qui restent sur une période plus longue. Du coup, à les encadrer, à les former et à travailler sur le projet avec eux. Et je pense qu'un des aspects assez significatifs de notre domaine, je parle de tout le PPSM, c'est qu'on fait beaucoup de chimie analytique, donc à l'opposé des gens qui feront que de la synthèse ou quoi, leur manipulation, ça sera que de la manipulation expérimentale. Nous, on a aussi un gros aspect traitement de données. Et donc, une journée, le travail de recherche, c'est pas que les expériences à la paillasse, il y a aussi tout le traitement de données qui est derrière et qui est une grosse partie de notre travail de thèse, par exemple. Oui, alors après aussi, par rapport à votre thèse, comment vous avez fait pour déjà choisir le sujet, par exemple, comment aussi, mais pourquoi vous êtes allé au PPSM aussi, et les financements, par exemple, de la thèse? Bien, moi, pour choisir la thèse, déjà, c'est suite à mon stage que j'ai fait en fin de L3,
que j'ai fait au PPSM, qui s'était bien passé, qui m'avait fait découvrir le domaine de la photochimie, qui m'avait bien plu. Et du coup, pour la thèse, c'est un endroit que j'avais en tête. Et tout simplement, j'ai contacté un des permanents du laboratoire, savoir s'il cherchait des doctorants pour l'année à venir. Et du coup, à ce moment-là, la personne qu'on contacte, là, elle m'a présenté l'ensemble des financements possibles qu'ils avaient. Donc les différents projets sur lesquels ils étaient, les différents partenariats qu'ils avaient. Et en l'occurrence, on s'est arrêté sur le partenariat qui a abouti à une donation d'argent pour financer la thèse. Donc moi, c'était d'abord le domaine qui m'a plu, et ensuite, après, un sujet disponible sur lequel il y avait un financement pour 3 ans de thèse, je me suis arrêté sur celui-là. Moi aussi, moi c'est aussi via un stage en fait. Pour le coup, moi je connaissais pas du tout le domaine des photochromes, et en fait j'ai fait mon stage de M1 qui dans mon cursus était nécessairement à l'étranger. Et en fait, je voulais absolument aller à Berlin, donc j'ai cherché tous les laboratoires de chimie à Berlin. Et parmi ceux qui m'ont accepté, c'était un autre laboratoire qui étudiait les photochromes. Donc je suis allée là-bas en connaissant absolument pas le domaine, juste plus pour l'expérience internationale qu'autre chose. Et en fait, c'est vraiment un domaine que j'ai absolument adoré. Donc j'ai refait mon stage de M2 aussi dans ce cadre-là, aussi à l'étranger. Et en fait, c'est mes encadrants de stage en M1 et M2 à qui j'ai demandé où est-ce que je pouvais travailler sur les photochromes en France. M'ont conseillé le PPSM, et donc ensuite, pendant ma dernière année de scolarité, j'ai fait un stage au PPSM. Parce que, en plus du domaine scientifique qui m'intéressait, je trouve que c'est aussi important de déterminer, de connaître l'environnement humain d'un laboratoire avant de s'engager dans une durée de 3 ans. Donc donc j'ai d'abord fait un stage au PPSM, à la fois pour l'aspect scientifique, mais aussi pour l'aspect humain, les gens, l'ambiance du laboratoire, etc., qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là. Et pour les financements, il y a plusieurs sources de financement. Moi, j'avais demandé via l'école doctorale qui octroie un certain nombre de bourses chaque année pour des projets de thèse bien précis. Et moi, en tant qu'ancienne normalienne, j'ai eu un financement via l'ENS où j'étudiais avant. Et du coup, pour vous, la chimie, c'était une vocation ou c'est venu au fil des études, un peu par hasard? Moi, effectivement, alors, je sais pas si c'était venu par hasard ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que quand j'étais au lycée, c'est vrai que la manière dont on nous enseigne la chimie, peut-être, ou pas, fait que c'était pas quelque chose qui m'attirait. J'avais même, quand j'y repense, parfois on a même parfois la distinction, du mal à faire la distinction entre ce qui est vraiment de la physique et de la chimie, vu que c'est qu'une seule matière. Bon voilà, la physique-chimie, c'était une matière que j'aimais bien, mais sans plus. C'est vrai que par exemple, j'aimais beaucoup plus les maths au lycée. Et ensuite, j'ai fait une prépa, donc PCSI puis PC. Et c'est vraiment au cours de ma deuxième année de prépa, donc en PC, que j'ai découvert vraiment ce que c'était. Alors, pas vraiment ce que c'était, mais que j'ai vraiment commencé à apprécier la chimie, notamment via ma professeure de chimie de prépa, qui était quelqu'un d'assez incroyable et qui m'a vraiment transmis. Donc voilà, on peut dire l'amour de cette discipline. Et à l'époque, ce qui m'a beaucoup marqué et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la chimie organique, notamment quand j'étais en prépa. Et ensuite, après, je me suis dirigée vers d'autres pans de la chimie, mais ça a commencé en deuxième année de prépa avec la découverte de la chimie organique. Et moi, c'était pareil, hein, au lycée, c'est vrai que déjà, on n'en a pas des masses de la chimie. Et ensuite, on a du mal à bien faire la distinction. Enfin, moi, c'était le cas, je ne savais pas dire quand est-ce que c'était un chapitre de physique et un de chimie. Mais du coup, quand je suis arrivé en prépa, moi aussi, j'ai fait PCSI puis PC. Déjà, on peut voir un peu ce que c'est qu'un cours de chimie, juste de chimie, et on commence vraiment à parler du sujet, à voir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui existe comme domaine dans la chimie. C'est pas juste la chimie, et puis il y a plein de sous-domaines. Et moi, c'était le domaine où j'étais le moins nul en prépa, où j'avais les meilleures notes. Et du coup, je m'étais dit que pour la suite après, je me dirigerais plutôt vers ça, parce que c'est là où j'étais le moins, ou du coup le plus compétent. Et puis même à partir de la PCSI, j'ai commencé à trouver ça très plaisant comme matière, à pratiquer, que ce soit sur la théorie ou la pratique. Et dans l'optique d'un jour donner des enseignements, je m'étais dit qu'être prof de chimie, ça avait l'air assez marrant quand même, justement grâce au TP, etc.
Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je suis parti vers la chimie. Alors après, à quoi vous vous destinez donc, après la thèse et donc c'est plutôt recherche, enseignement et si aussi pendant peut-être votre parcours où ça a pu évoluer aussi. Bah, du coup, moi c'est dès la prépa, j'avais envie de de devenir prof et c'est pendant la prépa quand j'ai fait part de ce souhait-là, mes profs qu'une d'entre elles, une de mes profs m'a parlé du cursus magistère à l'ENS, maintenant Paris-Saclay, et du fait qu'on pouvait passer l'agrégation là-bas, préparer l'agrégation dans une ENS. Donc moi j'étais plutôt, j'avais envie de partir sur cette voie-là. Et du coup après la prépa, on fait 3 ans de magistère, donc L1, M2, L1, pardon, L3, M1, M2. Et ensuite j'ai fait un second M2 pour pouvoir préparer l'agrégation. Et du coup, comme je pense que moi, c'est plutôt l'enseignement qui me dit, je voulais faire une thèse parce que je me suis dit que c'est le seul moment dans ma vie que je pourrais faire autre chose. Pouvoir faire autre chose que de l'enseignement. Donc j'avais envie d'avoir cette expérience-là, de faire un projet de thèse sur 3 ans. Et voilà. Donc c'était pour l'expérience que ça pouvait m'apporter. Et avant de faire prof après. Moi aussi, c'est vrai que moi, pour le coup, ça a beaucoup changé pendant ma scolarité. Bon, quand j'étais en prépa, forcément, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on ne sait pas trop ce qu'il y a après la prépa, etc. Mais quand j'ai intégré l'ENS, j'avais très très envie de faire de la recherche, de faire que de la recherche, pas du tout d'enseignement, etc. Et au fil des années, c'est vrai que j'ai commencé à beaucoup apprécier l'enseignement. J'avais une 4e année à l'ENS où honnêtement je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai passé l'agrégation, voilà, et en fait ça m'a énormément plu, j'en ai profité pour faire pas mal d'expériences d'enseignement, et c'est vrai que plus ça va, plus c'est un domaine qui m'attire, donc j'aimerais vraiment pouvoir enseigner dans le supérieur, alors pas forcément en prépa. Moi, c'est vrai que des postes plus à l'université ou dans des UT ou dans une ENS, ça m'intéresserait beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que l'enseignement dans le supérieur, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est ce qui m'attire le plus. Mais bon, encore une fois, ça peut changer. 3 ans de thèse, on verra bien. Mais voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. Maintenant, Julien et Léa vont nous présenter un montage avec lequel ils réalisent des expériences. Et donc ça, c'est un montage que j'utilise souvent, c'est le montage qui est dit photocinétique. Et donc en fait, son intérêt, c'est de pouvoir prendre des spectres UV visibles d'une molécule en même temps qu'on l'irradie par de la lumière. Donc en fait, il faut irradier perpendiculairement au côté où on prend le spectre pour que la lumière d'irradiation, elle n'interfère pas avec le spectre de la molécule qu'on va étudier. Et ici, c'est intéressant notamment pour les molécules sur lesquelles je travaille, qui sont des molécules photochromes, c'est-à-dire qu'ils vont changer de propriété spectrale avec l'irradiation. Donc on peut voir en fait la conversion du photochrome pendant l'irradiation et on peut suivre la cinétique de conversion du photochrome avec l'irradiation. L'avantage par rapport à un montage classique, c'est que tout se fait au sein d'un même appareil et on n'a pas besoin de sortir la cuve pour l'irradier, la re-rentrer, prendre le spectre, ressortir. Ça évite les allers-retours de cuve, ça augmente la praticité de la manip vu que c'est une manip qu'on fait quand même très régulièrement, donc c'est chouette qu'elle soit aussi facile d'utilisation. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'on a une lumière blanche qui va être la lumière de sonde. En fait c'est comme un spectrophotomètre mais un petit peu éclaté. On va avoir de la lumière blanche qui va jouer le rôle de sonde, donc pour mesurer le spectre et l'absorbance de la solution, qu'on va à l'aide de systèmes optiques focaliser sur la cuvette. Et donc on va regarder la lumière transmise, donc qui va nous permettre de savoir quelle a été la lumière absorbée par la molécule sur un spectrophotomètre qui est en fait une caméra CCD. Et donc en fait le principe c'est que la lumière blanche va arriver sur la caméra et on va ensuite utiliser un réseau qui disperse les différentes longueurs d'onde pour avoir les différentes contributions de la lumière blanche et donc remonter au spectre d'absorption de la molécule. L'avantage aussi c'est que ce spectrophotomètre CCD il est très rapide, donc on peut faire des spectres à peu près toutes les dizaines de millisecondes, donc ça permet aussi de sonder des phénomènes qui sont de l'ordre de la dizaine de quelques millisecondes, donc ils sont très rapides, ce qui n'est pas possible avec des spectrophotomètres classiques, donc stationnaires. Et ensuite on a une lampe d'irradiation, donc comme je disais, qui est perpendiculaire
au montage et qui va permettre d'irradier la cuvette et avec laquelle on peut évidemment contrôler la longueur d'onde d'irradiation avec des filtres. Donc ça, c'est une lampe au mercure. On a aussi d'autres outils pour irradier, par exemple des LED ou alors des diodes laser. Donc en fait, on peut balayer une grande large de longueur d'onde d'irradiation avec ces différents systèmes. Là, la manip qui est en train de tourner, c'est une manip qui est nouvelle sur ce montage. C'est une manip automatisée où on va pouvoir changer la longueur d'onde d'irradiation de manière automatique avec un programme Python et un système qui est sur Arduino qui mécaniquement, voilà, ben là il vient de changer, on l'a entendu mais on l'a peut-être pas entendu, mais donc un système automatique qui fait passer des filtres, par exemple un filtre UV, donc pour faire passer que l'UV, et ensuite on va switcher sur un filtre visible qui fait passer que le visible, et donc comme ça on peut faire beaucoup de cycles d'irradiation dans l'UV puis dans le visible qui permettent de faire la réaction aller de photochrome et ensuite la réaction retour. Donc on peut faire comme ça par exemple des cycles de résistance à la fatigue, c'est-à-dire de savoir est-ce que si on l'irradie plein de fois, on lui fait faire l'aller-retour plein de fois, est-ce que la molécule va toujours se comporter de la même manière, ne va pas se dégrader par exemple sous le coup d'irradiation multiple. Et donc c'est grâce à un système comme ça d'irradiation automatisée, enfin de changement de longueur d'onde d'irradiation automatisée, qu'on peut réussir à faire ce genre de manipulation. Une dernière chose, donc c'est sur un autre intérêt de cette manipulation, c'est donc d'enregistrer des spectres sous irradiation. Donc par exemple ensuite on peut imaginer de faire plein de variantes de ça, par exemple faire un titrage sous irradiation. Donc moi par exemple c'est des choses que je vais être amenée à faire pendant ma thèse, c'est de déterminer des pK et de faire des titrages acido-basiques pour des molécules qui ont des très faibles durées de vie de l'ordre de quelques minutes. Donc sur quelques minutes on n'a clairement pas le temps de faire un titrage et le seul moyen de la maintenir dans le milieu, c'est de le faire sous irradiation. Donc on va prendre les spectres pendant qu'on irradie et pendant qu'on ajoute de l'acide. Donc ça permet d'accumuler des espèces qui ont une très courte durée de vie et de les étudier de diverses propriétés, acido-basique, redox, etc. Un dernier aspect qui est intéressant sur ce montage, donc il y a un second montage qui permet à la fois de suivre l'absorption, donc ici c'est le cas en fonction du temps, mais également la fluorescence en fonction du temps. Imaginons pour des molécules qui changeraient d'état de fluorescence sous irradiation. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. C'est un aspect en plus pour sonder les différences de propriétés des molécules photochromes. Ici, on est juste sur l'évolution de l'absorption en fonction du temps. Et donc, un des aspects qui permet d'être traité grâce aux données de ces manipulations de type photocinétique, c'est de déterminer ce qu'on appelle des rendements quantiques de photochromisme. Le rendement quantique de photochromisme, c'est quoi? C'est de savoir à quel point la réaction photochimique est lumineuse. Ça veut dire quel est le pourcentage de photons qui ont été absorbés par la molécule qui sont réellement utilisés pour faire la photoconversion, enfin pour faire la réaction photochrome. Parce que évidemment, quand la molécule elle absorbe un photon, il peut se passer plein de choses. Et le rendement n'est pas de 100%, c'est-à-dire qu'il y a une certaine proportion des photons qui sont absorbés qui ne vont pas permettre à faire la réaction photochrome. Et donc ce genre de montage là, ça permet aussi de caractériser les propriétés photochimiques des molécules et donc de déterminer leur rendement quantique de photochromisme, qui est un paramètre important pour savoir si la molécule est un bon photochrome, donc un bon rendement, ou alors au contraire un mauvais photochrome, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a un mauvais rendement quantique. On peut aussi, dernière chose, donc là on fait des manipulations en solution, donc avec des cuvettes, mais on peut aussi tout à fait imaginer sur ce montage l'adapter sur des échantillons solides, c'est-à-dire mettre des films polymères qui laisseraient passer la lumière et prendre l'absorption du film polymère sous irradiation pour voir est-ce que par exemple les propriétés photochromes sont modifiées ou pas à l'état solide par rapport en solution. Donc dans le cas de nombreux photochromes, ils sont beaucoup ou alors quasiment pas photochromes à l'état solide alors qu'ils le sont en solution. Et donc par exemple dans des matrices polymères, ça peut permettre d'être à l'état solide et de pour autant avoir la réaction photochimique. Maintenant, Julien Malotro va nous présenter une expérience en utilisant le même montage que Léa Chocron. Une manip timée pour pouvoir déterminer la valeur du coefficient d'absorption molaire d'une molécule. Pour ce faire, et un coefficient d'absorption molaire, on a besoin de connaître le spectre d'absorption d'une molécule et ce à différentes concentrations.
Malheureusement ici c'est pas aussi simple, et c'est pour ça qu'on a besoin de se dépêcher, d'aller vite, et préparer une solution, ce qu'est en train de faire Roxane, de concentration précise via une fiole jaugée, et ensuite de passer cette solution dans notre spectro en espérant réussir à systématiquement avoir la même durée de vie de cette solution. Donc on espère aussi que l'homogénéisation permet de casser l'ensemble des grains présents dans la solution. Donc ouais, là ça devrait aller. Ça a l'air bien là. Vas-y. Et voilà, comme je vous dis, manip timé. Donc on a 1 minute 40 pour pouvoir préparer l'échantillon et pour pouvoir lancer le spectro. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir plusieurs spectres d'absorption à différentes concentrations et chacun de ces spectres l'avoir à pile après 1 minute 40 de vie de solution. Donc là, Roxane a fini de préparer la solution. On se prépare et maintenant que la solution est en place, on n'a plus qu'à attendre que le chrono arrive à 1 minute 40, ce qui va nous permettre de comparer les différentes molécules, la molécule à différentes concentrations pour remonter à la valeur de son coefficient d'absorption molaire. Donc, attention, hop, 1 minute 40, nickel.